Nicolas Dupont-Aignan, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour Sciences Po Télé. Première question, on va revenir sur la polémique Marine Le Pen, sur les prières musulmanes sur la voie publique. Quelle est votre position sur la question? D'abord, je n'ai pas envie d'entretenir les polémiques. Mais ma position est très simple. La laïcité, le respect de la laïcité en France fait qu'on ne doit pas prier dans la rue, que l'on soit musulman, catholique ou juif, et que c'est élémentaire. Pour autant, je pense que quand on est français, quelle que soit sa religion, on doit pouvoir pratiquer son culte. Donc il faut qu'il y ait des lieux de culte raisonnablement organisés dans notre pays pour chacun pour toutes les populations concernées. Donc il faudrait construire des mosquées. Il y en a, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, il faut simplement faire respecter la loi et tout rentrera dans l'ordre. Entendu. Merci beaucoup. Donc ensuite, vous avez posté sur votre blog un article sur Éric Cantona qui a appelé donc à retirer ces sous des banques. Vous avez dit, et s'il avait raison, est-ce que vous pouvez un petit peu développer votre pensée sur ce point? Est-ce que vous auriez retiré votre argent de votre banque? J'ai pas demandé de retirer l'argent des banques, j'ai dit simplement que Éric Cantona mettait le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gouvernements ne réglementent plus les banques et ne les mettent pas au service de l'économie réelle, la création d'entreprises, les PME, les commerçants, les artisans, à partir du moment où les gouvernements acceptent le racket organisé sur les consommateurs et leurs clients, eh bien le seul élément qui peut faire peur aux banques, c'est de retirer les dépôts. Donc j'ai simplement dit que Madame Lagarde, plutôt que d'agresser Éric Cantona, elle aurait mieux fait de réunir les banques à Bercy pour taper du poing sur la table et exiger un autre comportement. Si on reste sur les sujets économiques, votre dernière campagne demande le retrait de la France de la zone euro, c'est-à-dire arrêter l'euro. L'euro tue. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous pensez que concrètement, vous êtes président de la République demain, vous demandez le retrait de la France de la zone euro? Ça se fera sans doute avant que je ne sois élu, pour une raison très simple, que l'euro ne fonctionne pas, qu'il est l'une des causes majeures du chômage de masse, de la pauvreté qui se généralise dans notre pays, du détricotage des droits sociaux. Et nous venons de sortir une campagne qui va au-delà de ce tract, qui est un questionnaire très simple, avec une dizaine de questions, travaillé avec des économistes, des universitaires, des gens qui connaissent bien les questions monétaires, et d'ailleurs, comme partout, qui préparent la fin de la zone euro. Alors concrètement, pourquoi l'euro, comme vous l'annoncez, nuit à la source de chômage, de délocalisation? Expliquez-nous clairement. Regardez la vérité, la réalité. C'est que l'euro est une monnaie surévaluée, que l'euro, monnaie unique, ne correspond pas à l'intérêt des différentes économies, qu'il a favorisé la crise de l'endettement de l'Espagne et de l'Irlande d'un côté, qu'il a tué notre industrie à petit feu de l'autre, qu'il a favorisé des excédents stupéfiants de l'Allemagne, et que c'est très simple, quand il n'y a pas d'ajustement monétaire pour pallier les différentiels de compétitivité, c'est le chômage qui devient l'ajustement. On en a la preuve sous nos yeux. On a la preuve, par l'exemple, à contrario, que les pays qui sont hors zone euro, la Pologne, le Danemark, la Suède, s'en sortent beaucoup mieux, puisque leur monnaie n'est pas alignée sur la position allemande, et leur monnaie a suivi le rythme du dollar et de la monnaie chinoise. Ce qui fait, je finis, qu'aujourd'hui, vous avez quantité d'entreprises françaises, de grandes entreprises publiques, privées, de toute catégorie, qui, dans leur plan d'investissement, fuient la zone euro. Vous ne pouvez pas continuer à avoir une monnaie surévaluée de 30 à 40% par rapport à la parité réelle. Ce n'est pas possible. Vous venez de dire que les économies qui étaient hors de la zone euro s'en tiraient mieux. Contre-exemple, la Grande-Bretagne a été un des pays qui a été le plus frappé par la crise économique. C'est totalement faux. Si vous regardez la réalité de l'industrie allemande, de l'industrie anglaise, elle tient mieux. Les exportations anglaises sont reparties. La Grande-Bretagne a été davantage touchée que les autres en raison du poids de la City et de son secteur financier et des banques dans l'économie. Mais si on regarde la relance des exportations en ce moment, la Grande-Bretagne a dévalué de 30% la livre, son secteur industriel repart de plus belle, et les ajustements se font. Le problème de la zone euro que ne veulent pas voir les dogmatiques qui nous gouvernent, c'est que la zone euro, vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique sur des économies différentes. La preuve en est d'ailleurs, c'est que l'Allemagne refuse les transferts financiers nécessaires.
et que les autres pays s'enfoncent dans des récessions cumulatives. Donc, la zone euro va exploser. La question, c'est plus pourquoi, c'est évident. La question, c'est quand et comment. Et moi, je propose, justement, dans ce document, qui est sur Internet, une stratégie de sortie de la zone euro raisonnable, concertée avec nos partenaires, parce qu'il faut, bien évidemment, coordonner les différentes monnaies européennes qui devront se réajuster au gré des rapports de compétitivité. Vous pensez que l'Union européenne pourrait survivre à un tel choc? C'est l'inverse. C'est que l'Union européenne va mourir du dogmatisme de l'euro trop cher. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en danger parce que ceux qui la gouvernent servent les banques, les intérêts financiers, plus que les peuples. Et que vous ne pouvez pas donner 4 500 milliards d'euros aux banques et zéro au peuple. Donc, ceux qui mettent en danger l'Union européenne aujourd'hui, ce sont les défenseurs dogmatiques de l'euro. Ceux qui, comme moi, disent on peut très bien vivre sans l'euro et être européen. Est-ce que les Suédois sont des mauvais Européens? Est-ce que les Suédois ne sont pas ouverts sur le monde? Est-ce que les Suédois, qui ont un petit pays, s'en sortent pas? Ils s'en sortent beaucoup mieux que nous. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas une monnaie qui les asphyxie, comme Laval, dans l'entre-deux-guerres, a asphyxié l'économie française. C'est une aberration, comme certains Argentins ont tué l'Argentine en s'alignant sur le dollar. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire monétaire humaine de monnaie durable qui puisse fonctionner avec des économies différentes. Ça n'existe pas. Alors, on a beaucoup parlé économie. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2012, vous l'avez annoncé. Si on peut parler un petit peu politique étrangère, en quelques mots, quelle serait votre politique étrangère? On sait très bien que vous êtes gaulliste, donc vous vous éloignerez un petit peu des États-Unis. Et sinon, enfin, un peu plus dans le détail par rapport à la Chine, par exemple. Moi, je ne vais pas en secret à l'ambassade américaine faire des courbettes. Qui fait ça? À la puissance dominante, comme M. Moscovici, M. Michel Rocard, M. Strauss-Kahn, M. Sarkozy. Régulièrement, vous avez des preuves? Lisez Wikileaks dans Le Monde. Tout est écrit. J'ai une autre idée de mon pays, qui doit être un pays qui parle au monde, qui défend une position indépendante, conforme au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est ce rétablissement qu'il faut faire, le préalable à tout. Et puis après, en fonction de nos intérêts et de l'intérêt du monde, on doit pouvoir parler au monde, comme la France l'a toujours fait avant que n'arrive cette funeste présidence. Voilà, c'est très simple. Donc ça veut dire sortie de l'OTAN, bien évidemment, retrait des troupes d'Afghanistan, retrouver une politique arabe juste, équilibrée entre Israël et le Moyen-Orient, de manière à avoir un peu plus de justice. Cela veut dire avoir un discours pour les peuples du monde qui sont les victimes de ce nouvel esclavage industriel qui est mis en œuvre. Cela veut dire une politique de beaucoup plus grande fermeté vis-à-vis de la Chine, pour à la fois défendre les droits de l'homme et pour dire à la Chine, nous pouvons être un grand partenaire, mais à la condition que vous ne trichiez pas avec toutes les règles du libre-échange. Vous pensez que, par exemple, la France n'a pas une position assez dure envers la Chine pour les droits de l'homme? L'Europe a une position dramatique. La France. La France et l'Europe. Mais au-delà de ça, au-delà des droits de l'homme, sur l'affaire de l'économie chinoise. On ne peut pas éternellement accepter que la Chine viole toutes les règles du libre-échange et rachète toutes les entreprises européennes. Il y a un moment, il faut arrêter. Et en plus, on a une monnaie qui est surévaluée de 40%. Les Américains, eux, ils ont tranché. Ils n'affrontent pas directement la Chine, ils dévaluent leur dollar. L'affaire est réglée. Nous, on est les dindons de la farce de la mondialisation. Il y a un moment, il faut dire stop, c'est tout. Dans l'intérêt des peuples et de la paix. Merci Nicolas Dupont-Aignan pour cette première partie.